RDC, Uvira. Gazita, trahison des FARDC et menace de chute. Bienvenue sur Africa Flashes. Aujourd'hui, nous analysons une déclaration choc de Justin Bitakwira, notable d'Uvira, qui alerte sur la nomination controversée du général Olivier Gazita. Derrière ces propos se cache une vérité troublante. La République démocratique du Congo fait face à une infiltration systématique, des officiers accusés de collusion avec l'ennemi et une armée fragilisée par la corruption. Uvira, Kalemi, Lubumbashi, Kinshasa. Bitakwira dessine un scénario d'effondrement national si rien n'est fait. Cette analyse plonge au cœur des fragilités sécuritaires, des complicités internes et du projet d'occupation rwandaise qui menace l'intégrité territoriale de la RDC. La scène se déroule à Uvira, une ville du Sud Kivu dont la position géographique en fait l'un des verrous les plus importants de la République démocratique du Congo. Située au bord du lac Tanganyika, voisine du Burundi, à quelques centaines de kilomètres seulement du Katanga, riche en cobalt et en cuivre, Uvira est un point stratégique. Celui qui contrôle Uvira peut menacer directement Kalemi, puis Lubumbashi, capitale économique de la RDC. C'est dans ce contexte que Justin Bitakwira, figure politique locale, a tenu des propos qui résonnent comme une prophétie macabre. Si Uvira tombe, on va nommer le général Olivier Gazita à Kalemi. Si Kalemi tombe, on va le nommer à Lubumbashi. Et si Lubumbashi tombe, on va le nommer à Kinshasa. Et si Kinshasa tombe, cela veut dire qu'il a accompli sa mission. Ces paroles ne sont pas de simples accusations isolées. Elles condensent un sentiment diffus, mais largement partagé au sein de la population congolaise. Celui que la République est minée de l'intérieur par ses propres élites militaires et politiques. Elles mettent en lumière le risque que des nominations suspectes, loin de renforcer la défense nationale, soient au contraire des outils d'infiltration et de sabotage. Qui est ce général Olivier Gazita, dont le nom suscite autant de controverses? Ancien responsable des opérations de renseignement, OPS Rens, à Bukavu, il traîne derrière lui un lourd passif. Bitakwira rappelle qu'à l'époque de son commandement, Bukavu avait été abandonné 3 jours avant l'arrivée de l'ennemi. Autrement dit, la ville avait été livrée sans résistance, comme si l'ennemi avait été attendu. Le commandant de région de l'époque avait fini en prison, reconnu coupable de manquements graves. Mais Gazita, lui, a échappé à toute sanction. Pourquoi ce 2 poids 2 mesures? La réponse de Bitakwira est brutale. Parce qu'il est Tutsi, intouchable ici en RDC. Derrière cette phrase, il faut comprendre non seulement le ressentiment d'une partie de la population, mais aussi une réalité historique complexe. Depuis les années 1990 et l'arrivée de l'AFDL de Laurent-Désiré Kabila, soutenu par le Rwanda et l'Ouganda, l'armée congolaise est régulièrement accusée d'avoir été infiltrée par des officiers d'origine étrangère, souvent perçus comme travaillant pour Kigali. Cette perception a nourri une méfiance durable à l'égard de certains hauts gradés accusés d'être des agents dormants au service des intérêts rwandais. La nomination de Gazita à Uvira est donc vue comme une trahison supplémentaire. Pour Bitakwira, ce n'est pas un hasard. Placer un officier déjà suspecté d'abandon de position dans une ville stratégique, c'est programmer sa chute. La logique qu'il dénonce est implacable. Chaque fois qu'une ville tombe, l'officier n'est pas sanctionné mais promu ailleurs, jusqu'à atteindre Kinshasa elle-même. Autrement dit, la stratégie de l'ennemi serait d'utiliser ses relais internes pour provoquer un effondrement progressif du pays de l'Est vers l'Ouest. Mais pourquoi Uvira est-elle si cruciale? Parce qu'elle est le verrou du Katanga. Le Katanga,
c'est le cœur économique du Congo. Avec ses mines de cuivre et surtout de cobalt, il alimente l'économie mondiale et attire toutes les convoitises. Contrôler Uvira, c'est ouvrir une brèche vers le Katanga. Perdre Uvira, c'est mettre en danger Kalemi, puis Lubumbashi. Et si Lubumbashi tombe, ce serait comme arracher le cœur de la RDC. Kinshasa, même à des milliers de kilomètres, ne pourrait pas rester stable sans son poumon économique. Le scénario décrit par Bitakwira est donc plus qu'une peur locale. Il s'agit d'un plan d'effondrement national. Et ce plan serait rendu possible par la complicité d'officiers au sein même des FARDC. Car ce que dénonce Bitakwira, c'est moins l'ennemi extérieur que l'ennemi intérieur. J'ai toujours dit que 90% des officiers des FARDC sont du côté de l'ennemi, affirme-t-il. Cette phrase, choc, traduit le sentiment que l'armée congolaise est infiltrée à un niveau tel qu'elle ne peut plus être digne de confiance. Un chiffre aussi élevé peut sembler exagéré. Mais il est vrai que de nombreux scandales ont éclaté au fil des ans, révélant des complicités, des désertions, des accords tacites entre certains officiers congolais et les forces rebelles ou rwandaises, des armes détournées, des positions abandonnées sans combat, des informations transmises à l'ennemi, autant de faits qui nourrissent la méfiance. Dans ce climat, la nomination d'un général comme Gassita ne peut qu'être perçue comme un coup porté à la souveraineté nationale. Cette situation illustre le dilemme permanent du Congo. Comment bâtir une armée réellement nationale quand une partie de ses cadres est soupçonnée de double allégeance? Comment espérer défendre l'intégrité territoriale quand les responsables de la sécurité semblent plus proches de Kigali que de Kinshasa? Bitakwira met aussi en garde les élites congolaises qui croient pouvoir tirer profit de cette situation. Vous pouvez aujourd'hui aider les Rwandais Tutsis à conquérir la RDC, mais demain, ils vous élimineront tous, avertit-il. Autrement dit, la collaboration avec l'ennemi est une illusion. Ceux qui croient trouver un bénéfice personnel dans la trahison découvriront trop tard qu'ils ne sont que des instruments jetables. À travers ces paroles, Bitakwira pose une question fondamentale. La RDC est-elle encore maîtresse de son destin? Ou bien est-elle déjà sous contrôle étranger, avec la complicité d'une partie de ses propres officiers? La réponse dépendra de la capacité du pays à assainir ses forces armées, à identifier et écarter les traîtres et à confier la défense nationale à des patriotes prêts à se sacrifier pour la République. Si la première partie des propos de Justin Bitakwira met en évidence le danger que représente la nomination d'Olivier Gassita à Uvira, la seconde dimension de son discours est encore plus explosive. La dénonciation des complicités internes au sein des FARDC et la corruption généralisée qui, selon lui, gangrène jusqu'à 90% du commandement militaire congolais. Ces accusations ne sont pas isolées. Elles résonnent avec des décennies de soupçons, de scandales et de faits avérés qui confirment que l'ennemi de la RDC ne se trouve pas seulement au-delà de ses frontières, mais également dans ses propres rangs. Le problème de la corruption dans les FARDC est structurel. Depuis des années, les rapports d'ONG et d'organisations internationales pointent du doigt la mauvaise gestion des soldes, le détournement de fonds, la vente illégale d'armes et les trafics de minerais organisés avec les rebelles. Les officiers supérieurs, souvent nommés par clientélisme politique plutôt que par mérite, utilisent leur poste pour s'enrichir au détriment des troupes et de la sécurité nationale. Pendant que les soldats de base, mal payés et mal équipés, se battent dans des conditions inhumaines, certains généraux roulent dans des véhicules de luxe à Kinshasa ou Bukavu. Cette situation alimente un profond sentiment d'injustice et fragilise la cohésion des forces armées. C'est dans ce terreau de corruption
que s'insère l'infiltration rwandaise. Kigali a depuis longtemps compris que la meilleure manière de contrôler le Congo n'est pas seulement de lancer des offensives militaires, mais de cultiver des relais internes. Les guerres dites du Congo, entre 1996 et 2003, ont laissé derrière elles des réseaux dormants, des officiers issus de l'AFDL ou du RCD qui ont conservé des liens étroits avec leurs parrains étrangers. Beaucoup de ces cadres occupent encore aujourd'hui des positions stratégiques. Leur loyauté envers la République est au mieux ambiguë, au pire inexistante. Les propos de Bitakwira sur Olivier Gassita s'inscrivent dans cette logique. Pour lui, ce général n'est pas un patriote, mais un pion, placé pour faciliter la progression de l'ennemi. L'exemple de Bukavu en est l'illustration. Une ville abandonnée sans combat, des milliers de civils livrés à eux-mêmes, un commandant local emprisonné mais Gassita promu. Cela ressemble davantage à une récompense pour service rendu qu'à une sanction pour incompétence. Et aujourd'hui, le même scénario menace de se reproduire à Uvira. Face à ces accusations, une question s'impose. Pourquoi le pouvoir central, à Kinshasa, continue-t-il de nommer de tels officiers à des postes sensibles? Est-ce par naïveté, par faiblesse ou par complicité? Certains avancent que Félix Tshisekedi, malgré sa volonté affichée de réformer l'armée, reste prisonnier de l'héritage kabyliste. Beaucoup d'officiers actuels ont été placés à des postes clés sous Joseph Kabila, un président accusé de soumission aux intérêts rwandais. Rompre avec ce système nécessite du courage, mais aussi un soutien solide à l'intérieur de l'armée, ce qui n'est pas évident pour Tshisekedi. Dans ce contexte, les Wazalendo apparaissent comme un contraste saisissant. Ces combattants volontaires, issus de la société civile, se battent avec des moyens dérisoires, mais avec une détermination farouche. Ils incarnent un patriotisme brut, une volonté de défendre la patrie coûte que coûte, même sans l'appareil militaire officiel. Là où certains généraux abandonnent des positions stratégiques, les Wazalendo tiennent tête à des forces mieux équipées. Leur engagement redonne espoir à une population désabusée par les trahisons répétées des élites militaires. Leur existence met en lumière une vérité douloureuse. La loyauté et l'efficacité ne viennent plus de l'institution militaire officielle, mais du peuple. C'est une inversion dramatique. Normalement, une armée est le rempart ultime de la nation. En RDC, elle est souvent perçue comme un corps miné par la corruption et la trahison, tandis que des civils armés, improvisés en combattant, incarnent la véritable résistance. Ce renversement révèle la profondeur de la crise sécuritaire et identitaire que traverse le Congo. Bitakwira le dit clairement. Vous pouvez aujourd'hui aider les Rwandais Tutsis à conquérir la RDC, mais demain, ils vous élimineront tous. C'est un message adressé non seulement aux officiers corrompus, mais aussi aux élites politiques, qui, par calcul ou par lâcheté, ferment les yeux sur l'infiltration. L'histoire de la région lui donne raison. Le Rwanda a toujours eu pour stratégie d'utiliser des relais locaux avant de les sacrifier quand ils deviennent inutiles. Beaucoup d'anciens alliés de Kigali, devenus gênants, ont été éliminés. Croire que trahir son pays pour un intérêt immédiat garantit la survie est une illusion mortelle. L'héritage de Joseph Kabila pèse lourdement dans cette équation. Pendant 18 ans, son pouvoir a toléré, voire encouragé, la présence d'officiers soupçonnés de double allégeance. Il a laissé prospérer un système où la loyauté au régime comptait plus que la loyauté à la nation. Le résultat est visible aujourd'hui. Une armée où les patriotes sincères côtoient des traîtres, une institution incapable de se réformer
sans une purge profonde. Pour Tshisekedi, le défi est immense. Il doit non seulement affronter les ennemis extérieurs, M23, RDF et autres groupes soutenus par Kigali, mais aussi nettoyer sa propre maison. Or, toute tentative de réforme se heurte à la résistance d'un système enraciné depuis des décennies. Le cas de Gassita n'est pas un accident, c'est le symptôme d'une maladie chronique. Tant que ces officiers continueront d'être nommés à des postes stratégiques, les victoires militaires resteront fragiles, toujours susceptibles d'être sabotées de l'intérieur. Ce constat amène une réflexion plus large. La guerre à l'est du Congo n'est pas une simple question militaire, c'est une guerre hybride qui combine des offensives armées, des complicités internes, de la propagande et une guerre psychologique destinée à briser la confiance du peuple dans ses institutions. En plaçant des figures controversées comme Gassita à des postes clés, l'ennemi ne gagne pas seulement du terrain militaire, il gagne aussi du terrain symbolique. Il envoie le message que même à l'intérieur de l'armée congolaise, personne n'est fiable. La solution proposée par Bitakwira est claire. Il faut assainir l'armée. Cela signifie identifier les traîtres, couper les réseaux de corruption et promouvoir des patriotes authentiques, même issus de la base. Cela signifie aussi redonner aux FARDC une légitimité populaire, sans laquelle elles resteront un corps étranger pour les Congolais. Les Wazalendo ont montré la voie. Leur courage prouve que l'amour de la patrie peut faire face à des ennemis mieux armés. Mais à long terme, une armée de volontaires ne peut pas remplacer une armée nationale. La véritable bataille se joue donc à Kinshasa. Le président Tshisekedi doit trancher. Continuera-t-il à tolérer la présence d'officiers compromis au risque de voir tomber Uvira, Kalemi, puis Lubumbashi? Ou aura-t-il le courage de rompre avec l'héritage de la trahison et de reconstruire une armée véritablement nationale? L'avenir de la RDC dépend de cette décision. L'analyse des propos de Justin Bitakwira ne peut être complète sans mesurer la dimension géopolitique de ce qu'il décrit. Uvira n'est pas une simple ville de province menacée par des rivalités locales. C'est une pièce maîtresse d'un échiquier stratégique qui engage l'avenir du Katanga et, au-delà, la survie même de l'État congolais. Comprendre l'importance de ce corridor, c'est comprendre pourquoi Kigali et ses complices internes tiennent tant à voir tomber cette région, et pourquoi les Congolais ne peuvent pas se permettre de céder un seul centimètre de terrain. Le Katanga est l'Eldorado minier de la RDC. Ces gisements de cuivre, de cobalt et de lithium alimentent l'économie mondiale, en particulier les industries des batteries et des technologies de pointe. Les multinationales et les puissances étrangères se disputent déjà l'accès à ces ressources. Dans ce contexte, contrôler militairement l'accès au Katanga, c'est contrôler l'avenir économique du Congo. Uvira est l'une des portes de ce sanctuaire. Perdre Uvira, c'est ouvrir la voie vers Kalemi, puis Lubumbashi. L'ennemi ne s'y trompe pas. Il sait que l'effondrement du front à Uvira serait le prélude à une déstabilisation généralisée. Bitakwira, en décrivant le scénario d'une nomination en cascade de Gassita d'Uvira à Kinshasa, trace en réalité la carte d'un effondrement planifié. Ce n'est pas seulement une exagération rhétorique, c'est une mise en garde contre une stratégie graduelle, faire tomber les verrous un à un jusqu'à atteindre le cœur politique de la nation. Dans l'histoire militaire, ce type de progression est classique. Mais ici, la spécificité est que cette stratégie ne reposerait pas seulement sur la force brute de l'ennemi, mais aussi sur la complicité active de certains officiers congolais. L'idée qu'un officier est nommé pour livrer une ville paraît choquante, mais elle n'est pas nouvelle. Les précédents sont nombreux. À Bunagana,
des positions stratégiques ont été abandonnées sans combat, facilitant l'avancée du M23. À Goma, en 2012, la capitale du Nord, Kivu, avait été prise en quelques jours à la faveur de défections internes. À chaque fois, des soupçons de trahison ont émergé, mais rarement suivis de sanctions exemplaires. Le système protège ses propres acteurs, même lorsqu'ils sont accusés de haute trahison. C'est cette impunité qui nourrit la conviction de Bitakwira. Tant que les traîtres seront promus, le pays restera en danger permanent. Dans ce contexte, la RDC est confrontée à un dilemme historique. Elle doit choisir entre continuer sur la voie de la complaisance en acceptant la présence d'officiers compromis ou engager une refondation radicale de son armée. Cette refondation ne peut se limiter à des réformes administratives. Elle exige une purge profonde, une identification claire des agents doubles et une promotion basée sur le mérite et le patriotisme. C'est un choix douloureux, car il implique de briser des réseaux puissants qui tiennent encore des pans entiers de l'appareil militaire. Mais c'est un choix nécessaire pour garantir la survie du pays. Les enjeux dépassent largement la sphère militaire. Ils touchent à la souveraineté, à l'indépendance et à l'identité même de la RDC. Depuis des décennies, le Congo est vu par ses voisins comme une proie à exploiter plutôt qu'un partenaire à respecter. L'occupation de Bunagana par le M23, la contrebande de minerais, la présence de réseaux transfrontaliers témoignent d'une volonté persistante de grignoter le territoire congolais. Tant que l'armée congolaise restera infiltrée, ces stratégies trouveront un terrain favorable. C'est ici que le rôle des Wazalendo prend toute son importance symbolique. Leur engagement démontre qu'au-delà des élites corrompues, le peuple congolais est prêt à défendre son sol. Ils incarnent la conscience nationale, qui refuse la soumission. Mais leur bravoure ne peut suffire à elle seule. Sans une armée nationale assainie, structurée et digne de confiance, leurs efforts risquent d'être engloutis par les trahisons des généraux. Bitakwira, en lançant son cri d'alarme, cherche à réveiller les consciences. Ses propos ne sont pas seulement destinés aux habitants d'Uvira, mais à toute la nation. Il dit, en substance, si vous laissez tomber Uvira, c'est tout le Congo qui s'effondrera. Chaque Congolais doit comprendre que la bataille d'Uvira est la bataille du Congo tout entier. La défense de cette ville est une ligne rouge, car si elle cède, les conséquences toucheront Kinshasa elle-même. La responsabilité revient aujourd'hui à Félix Tshisekedi. Le président congolais est face à une décision historique. Soit il continue à tolérer les compromis et les nominations suspectes, soit il engage une rupture radicale. Les Congolais attendent de lui un acte fort, une preuve que son régime n'est pas une simple continuation de l'ère Kabila. S'il échoue à écarter les figures comme Gassita, il risque de perdre non seulement Uvira, mais aussi la confiance de son peuple. La RDC est à la croisée des chemins. Elle peut devenir une puissance régionale, forte de ses ressources et de son peuple, si elle parvient à assainir son armée et à protéger ses frontières. Mais elle peut aussi s'effondrer, morceau par morceau, si elle continue à nourrir en son sein ceux qui travaillent pour sa destruction. Le choix est clair, mais il exige du courage politique et militaire. En conclusion, l'affaire Gassita n'est pas un incident isolé. C'est un révélateur. Elle révèle la profondeur de la crise des FARDC, l'ampleur de la corruption et la menace existentielle qui pèse sur la RDC. Les paroles de Justin Bitakwira résonnent comme un avertissement solennel. Si les Congolais n'ouvrent pas les yeux maintenant, demain, il sera trop tard. Car une fois Uvira perdu, il sera beaucoup plus difficile de sauver Kalemi, Lubumbashi et Kinshasa.
Ce cri d'alarme doit être entendu comme un appel à l'unité nationale. Congolais de l'Est, de l'Ouest, du Nord et du Sud, civils et militaires, tous doivent en comprendre que la survie du Congo passe par la loyauté et la vigilance. Les traîtres doivent être écartés, les patriotes soutenus, et la nation doit se lever comme un seul homme pour défendre son territoire. C'est le seul chemin pour éviter que la prophétie de Bitakwira ne devienne réalité.